Wow, welcome Eh bien, everyone. écoutez, bienvenue à tous à cette nouvelle séance dans notre série de thérapie d'oxygène, soins pour les patients adultes. Aujourd'hui, nous allons parler de la thérapie d'oxygène pour les adultes. Nous avons un groupe de présentateurs impressionnants aujourd'hui. Nous avons Sharon Gooden, qui travaille avec l'école de médecine de Yale. Nous avons Al-Hassan Dati Mohamed, anesthésiologie de l'équipe de Americano. Anna Crawford, Stanford, anesthésie globale, anesthésiologie. Docteur, et je suis désolé si je prononce mal, Papicho Ntambwe, anesthésie et soins intensifs à Livingston, hôpital central de Livingston. Docteur Vanessa Moll, anesthésologie, l'Université de Zurich et École de médecine de Emory. Docteur Paulin Bangouti, anesthésologie, Université de Rwanda, Collège de médecine et sciences. Et Docteur Honorine Ingabire, anesthésie, Université du Rwanda. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Avant de commencer, je vais vous rappeler certains des lignes de conduite du projet ECHO. Il s'agit d'un projet qui est basé sur l'amour et le respect. Je vous demande de répondre gentiment ou plutôt d'être réactionnaire si vous êtes en désaccord. Vous devez avoir un espace de sécurité. Utilisez votre équipement de manière responsable. Vous pouvez également utiliser la fonction du chat avec les questions. Ceci se trouve en bas de page. Nous allons passer pas mal de temps avec les questions et réponses. Nous avons des services d'interprète pour 3 langues. Nous avons le français qui est disponible. Si vous choisissez le français, il y a un bouton interprète en bas à droite. Nous avons le français qui est disponible. Vous pouvez choisir le français. C'est l'option française. Nous avons le Swahili. Pour cela, choisissez l'option allemand, germane. Et je pense que nous avons l'amharique qui sera disponible sous peu. Pour ceci, choisissez également l'option allemande. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, communiquez avec nous, envoyez un message via chat ou par courriel électronique. Et si vous êtes sur vidéo, je vous demande de poser votre caméra de manière efficace pour que vous puissiez être davantage en contact avec le groupe. Sur ce, je vais passer la parole avec le docteur Anna Crawford qui va ouvrir les débats. Merveilleux, merci et bienvenue à tous nos coprésentateurs et nos participants. Nous sommes très heureux que vous soyez parmi nous à nouveau. Nous allons parler de la thérapie d'oxygène dans les adultes, avec les adultes. Nous allons utiliser le centre de ressources d'apprentissage pour l'anesthésie. Vous avez tous accès à cette base de données. Tous nos matériaux seront postés sur ce site. C'est gratuit, c'est ouvert et disponible à tous. Le webinaire sera également téléchargé après la conclusion de cette séance. Toutes les questions-réponses du chatbox seront également téléchargées. Les réponses seront enregistrées de manière complète et s'il y a des références qui sont faites, nous mettrons ces références en rapport avec les réponses. Je voudrais mentionner que c'est la 4e séance d'une série que nous avons préparée sur l'oxygène avec quelques messages clés alors que nous parlons de l'oxygène. Voici tout d'abord la pneumonie est la première cause de décès parmi les enfants de moins de 5 ans d'âge. L'oxygène est la première thérapie pour les patients qui ont des problèmes de respiration et un syndrome de détresse aiguë et des infections. C'est un risque de mort, mais qui peut être détecté facilement avec l'oxymétrie du pouls. Et la thérapie d'oxygène et le pouls d'oxymétrie peuvent décroître le nombre de décès d'un tiers. Commençons, si vous le voulez bien. Je vais partager mon écran et je vais demander
notre docteur Molde me contacter s'il y a des questions d'informatique qui se présentent. Eh bien, un nouveau rappel, c'est la série Oxygène. Voici le message clé que nous avons étudié. Nous savons comment nous devons faire un diagnostic avec l'hypoxémie, définition et détection. C'est utilisé en utilisant les signes cliniques, l'oxymétrie du pouls et si c'est possible avec d'autres techniques. Nous avons étudié Livebox avec les systèmes de triage. On reverra ça aujourd'hui. Nous avons également eu une excellente séance la semaine passée avec l'administration de l'oxygène aux enfants et aux adultes. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer davantage sur les adultes. Rentrons dans cette séance si vous le voulez bien. Avant de commencer avec cette vidéo, je voudrais que vous soyez conscient de plusieurs caractéristiques du centre d'apprentissage de notre base de données. Nous avons reçu des questions à ce sujet. Si vous allez au cours, aux séances, il y a une séance oxygène COVID-19. C'est une autre section et également les éléments fondamentaux de l'administration de thérapie. Ce sont les trois sections sur lesquelles nous travaillons, en particulier dans le contexte du COVID-19. Je voudrais également inciter sur la gauche de notre centre d'apprentissage. Les voies, les pattes sont les différentes options que vous avez, mais si vous allez à droite, il y a également une languette apprentissage. On voit des tas de participants, de personnes qui sont en formation. Vous pouvez leur envoyer des messages directement ici, Global Anest CCM. Vous pouvez envoyer un message. Et de surcroît, si vous cliquez sur la languette Discuss, discuter, vous pouvez envoyer un message. Ce message sera envoyé à tous ceux qui seront inscrits pour les séries sur l'oxygène. Après le webinaire, si vous avez des questions, les collègues dans le monde, vous pouvez toujours utiliser cette option pour contacter avec ceux qui sont inscrits dans la série d'oxygène. C'est une super caractéristique de cette communauté et c'est une excellente façon de partager des informations et d'apprendre les uns des autres. Je voulais simplement insister là-dessus très brièvement et je voulais également vous montrer que lorsque vous avez un formulaire PDF, il y a une possibilité de les voir, de voir ces pages du PDF, format PDF. Sur le côté, il y a une fonction zoom. Vous pouvez faire un zoom avant, zoom arrière sur le document si vous voulez le voir avec plus de recul ou de plus près. Et vous pouvez passer les pages de manière très facile ici. Lorsque nous voyons les vidéos, pas ceux qui sont téléchargés comme celui-ci, mais ceux que nous préparons, que nous concoctons, ils ont des transcriptions et la possibilité d'aller plus vite avec l'image. Nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas particulièrement forts en anglais et vous pouvez donc réduire la vitesse de défilement de ces vidéos. La première chose que nous allons faire aujourd'hui, c'est revoir les signes cliniques et les symptômes de détresse respiratoire chez les adultes. Je vais vous repasser cette vidéo qui a déjà été montrée en vous demandant de mettre dans le box de chat les signes et symptômes que vous observez avec ce patient qui a une détresse respiratoire. Tout ce que vous pourrez voir comme étant une partie du problème respiratoire qu'il souffre, tapez-le dans le chat box en regardant cette vidéo.
Alors, personne n'écrit quoi que ce soit dans le box chat. Je suggère qu'on regarde le vidéo. Ah, OK, voilà, merci Adan. Nous cherchons des signes et symptômes. Voilà, c'est bien. Voilà, c'est comment ça arrive. Problèmes respiratoires, récession dans les régions des côtes, Chesney, Desnia. Je crois que toutes ces réponses sont bonnes. Je dirais que Disney, ouais, d'accord. Respiration abdominale, oui. Récession des côtes, excellent. L'utilisation des muscles accessoires, très bien. La dyspnée décrit comment le patient se sent. C'est une sensation d'avoir le souffle court. Très bien, excellent. Respiration abdominale, tout ceci est correct et tout ceci décrit les signes et les symptômes de détection clinique d'hypoxémie. Si vous avez un patient avec ces signes et symptômes, mais que vous n'avez pas accès à un système de gaz artériel ou d'un oxymètre de pouls, ce patient est probablement un patient qui a besoin de thérapie d'oxygène basée sur l'examination clinique. Revenons au centre d'apprentissage. Nous allons voir quel élément d'apprentissage vous voyez ici à droite qui dit Next, suivant. Allez à l'élément d'apprentissage suivant. Vous pouvez voir à gauche quel élément est celui que nous sommes en train d'étudier. Il s'agit d'un questionnaire. Commençons avec un test de vos connaissances sur l'administration de l'oxygène chez les adultes. Écrivez vos réponses dans le chat box. Est-ce que ceci est vrai ou faux? Une respiration augmentée avec un taux de respiration de 27 respirations par minute est toujours une indication d'oxygène supplémentaire. Je vous donne 30 secondes pour répondre à cette question. Wonderful. So this is Excellent. Voilà, 50% vrai, 50% faux en fait. Je crois que c'est une très bonne question parce que elle fait que les soignants reconnaissent le contexte dans lequel les patients respirent rapidement. Si je devais répondre à cette question, je dirais non, c'est faux parce que parfois on respire plus vite pour des raisons normales. Ce n'est pas une pathologie. Quand je fais de la course à pied, je vais peut-être respirer 27 fois par minute sans avoir besoin d'une thérapie d'oxygène supplémentaire. Rappelez-vous que lorsque vous avez un signe clinique ou un symptôme, vous pouvez ou pas, c'est peut-être ou peut-être pas un processus pathologique et il y a peut-être nécessité ou pas de thérapie d'oxygène, d'administration d'oxygène. Passons à la question suivante. Laquelle de ces méthodes d'administration d'oxygène donne la fraction la plus élevée d'oxygène inspiré pour les patients adultes? A. Un masque facial à 10 litres par minute. La cannula à 5 litres par minute de flux d'oxygène. Le CPAP avec 0,5 qui s'appelle aussi 50% FiO2. Un masque de respiration non re-respiration
aussi appelé sachet ou sac de réservoir, à un rythme de 10 litres par minute de flux d'oxygène. Wonderful. Excellent. So we will review the Eh different. bien, nous allons voir les différents systèmes de respiration. La plupart des gens disent CPAP à 50% FiO2 ou un masque d'utilisation unique avec 10 litres de flux par minute. En réalité, c'est la réponse D. Le CPAP, même si c'est une plus grande façon d'aider pour la respiration, est prédéterminé à 50% FiO2. Ce qui veut dire que pour l'option D, il y a une plus grande possibilité d'administration, un plus gros volume en fait d'oxygène dans l'administration de l'oxygène. Laquelle de ces options est la moins plausiblement associée avec des problèmes respiratoires chez les adultes? Parler des phrases complètes, l'utilisation des muscles accessoires, les lèvres serrées ou la dyspnée. Wonderful. Everyone is getting that right. Excellent. Tout le monde a bien compris. Je vais arrêter l'horloge 30 secondes. Les gens qui peuvent parler et dire des phrases complètes ont une capacité respiratoire plus élevée et ils ont donc moins de probabilité d'avoir un problème respiratoire. Ils peuvent être hypoxiques. Il est donc intéressant de pouvoir vérifier le niveau d'oxygène avec la machine si vous l'avez. Est-ce que c'est vrai ou faux? L'hypercarbie est généralement un stimulus plus solide pour la respiration que l'hypoxémie. L'hypercarbie, ce qui est un niveau élevé de dioxyde de carbone, est généralement un stimulus plus important pour la respiration que l'hypoxémie ou les niveaux d'oxygène réduits. And you guys are winning, doing Et really vous well. gagnez. C'est un examen que vous réussissez. Vous n'avez même pas besoin de 30 secondes car tout le monde répond correctement à ces questions. Excellent. La dernière question de ce questionnaire, est-ce que c'est vrai ou faux? Selon l'instrument de triage Livebox, l'utilisation de l'oxymétrie du pouls, l'objectif pour le patient adulte d'SPO2 est de 82-96%, à moins que la personne soit enceinte à ce moment-là. L'objectif est de 90 à 96%. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Okay, most people are saying false. Eh bien, la plupart disent c'est faux, ce qui est vrai, ce qui est exact. Il y a deux choses à dire ici. Tout d'abord, l'objectif pour certains patients sur le SpO2 est plus élevé que pour d'autres patients. Et les patients qui sont enceintes sont une de ces catégories où l'objectif SpO2 est varié. Nous irons sur l'instrument de triage Livebox. Mais sachez que pour certains patients, l'objectif est plus élevé que pour d'autres patients. Révisons les machines d'administration d'oxygène qui permet de faire un triage de patients avec COVID et également la trousse de travail Livebox qui permet de faire un triage de patients dans le contexte du COVID-19.
Allons au module suivant de travail. Puisque vous avez répondu aux questions correctement, je pense qu'on va pouvoir repasser ça plus vite. Voilà, ceci est pour les adultes. Nous allons seulement étudier les instruments pour les adultes. Commençons avec la canule. On peut utiliser ça également pour les enfants. Le flux est de 1 à 2 litres par minute et l'administration est à 28% et 40% de marge selon le flux. C'était une de nos questions dans notre questionnaire. Quel était l'instrument qui permet d'avoir un FiO2 le plus élevé? La canule permet d'être entre 28 et 40%. Passons le cathéter, car comme vous pouvez l'observer, c'est seulement indiqué pour les enfants et les jeunes garçons et filles. Et nous passons également le masque facial. Le flux peut être de 6 à 10 litres par minute et le FiO2 est de 44 à 60%. Plus élevé que la canule, mais pas avec un FiO2 supérieur. La réponse à cette question pour le FiO2 le plus élevé venait de ceci, qui est un masque facial avec un réservoir qui est connu comme le non-respirateur. Il peut être utilisé pour les enfants et pour les adultes. Le flux peut être de 10 à 15 litres par minute et ceci permet d'administrer un FiO2 entre 60 et 95%. La raison étant que lorsque nous avons 10 à 15 litres de flux d'entrée, ce sac réservoir devrait gonfler une fois que ce sac réservoir est rempli avec 100% d'oxygène. Le patient va recevoir principalement de l'oxygène de ce sac à réservoir, ce qui permettra qu'un FiO2 supérieur puisse être administré. Le dernier système non invasif, c'est le masque facial Venturi. Voilà. Ceci peut être utilisé pour les enfants, pour les adultes. Vous voyez un flux qui est de 4 à 15 litres par minute et la fraction d'oxygène est de 24 à 60%. Ces marges de FiO2 dépendent de la, la taille de la valve et ceci est déterminé également par la couleur de la valve. Et la taille de cette valve est plus grande ou plus petite, ce qui permettra le passage supérieur ou non d'air qui va vous donner des lectures de fraction d'oxygène respiré variables. Je vais arrêter le partage d'écran pour quelques instants pour voir s'il y a des questions sur les systèmes d'administration d'oxygène et demander à nos panélistes, nos présentateurs, pour qu'ils nous disent qu'est-ce qui est le plus utilisé dans leur cadre de travail et comment est-ce qu'ils utiliseraient la canule nasale par rapport à, par exemple, le masque facial, le non, le sac à respiration. Je vais commencer avec vous, docteur. Est-ce que vous allez avoir un masque avec sachet ou pas? Le dernier. Oui, le masque avec sachet. Non, non, non respirateur, non rebuilder. Et vous utilisez le canule avec fréquence? Oui, oui, bien sûr. Et la plupart du temps, c'est ça que j'utilise. Mais j'ai pu observer que il faudrait davantage de training d'information parce que ceci donnerait l'opportunité aux équipes de comprendre comment utiliser le système. C'est super. Au niveau de ressources plus élevées, nous avons également la canule. Est-ce que ceci est disponible dans votre cadre de travail? La canule avec haut niveau de flux d'oxygène, est-ce que c'est disponible? C'est séparé? Non, on n'a pas ça.
Docteur Pauline ou Honorine, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Est-ce que vous pouvez nous dire quel est l'instrument le plus souvent utilisé dans votre cadre de travail au Rwanda? I think you are muted, Je Pauline. crois qu'ils sont en silence, Pauline. I think you're muted, sir. Je crois que vous êtes en mode silence. Votre micro est en mode silence. Okay. Honorine, are you able to intervene? Ah, voilà. Honorine, est-ce que tu veux parler? Okay. Ok, bon, alors j'attends Honorine, mais qu'elle me dise quand elle sera prête. Mais au Rwanda, nous n'avons pas le masque, je n'ai pas vu, je crois que ce n'est pas disponible. Nous n'avons pas la canule, mais nous avons le masque normal, nous avons le système à sachet. Mon opinion est qu'on choisit ces appareils en tenant compte de certains avantages. Lorsque l'on a plus de 3 litres pour le nez, il faut voir quels sont les avantages et les inconvénients, car quand c'est plus de 3 litres, à ce moment-là, je pense qu'il est préférable d'avoir un masque avec 5 litres, où je vais pouvoir avoir 40%, plutôt que lorsque je vais au-delà de 6 litres ou même 10 litres, au lieu d'utiliser un masque facile avec 10 litres qui va me donner 60%, je préfère le high flow avec 10 litres de manière à ne pas avoir trop de déchets, de gaspillage. Car sur le masque normal, 10 litres, il y a beaucoup de gaspillage et ce n'est pas efficace pendant que 10 litres peut aller au-delà de 60%. C'est pour ça que j'utilise 2-3 litres avec des canules et sinon je vais plus haut avec 10 litres et j'essaie d'utiliser le plus possible de ce qui est disponible avec plus de 60%. Docteur Papito, est-ce que vous pouvez nous parler de ce qui est disponible en Zambie? Quels sont les instruments que vous utilisez en Zambie? Je ne suis pas sûr qu'il puisse nous entendre ou s'il est en mode silence. Bon, je crois, Docteur Pauline, vous avez parlé de choses importantes. Vous pouvez m'entendre? Oui, bonjour ou bonsoir. Voilà, c'est peut-être difficile en termes de connexion Internet, mais j'ai pu vous écouter. Et en termes de machines ou d'appareils dans les hôpitaux, c'est difficile en termes de ce qui est utilisé pour l'administration d'oxygène. Ce qui est le plus disponible dans ces endroits éloignés, c'est simplement un tube nasal. Parfois, on n'aura même pas de masque facial. Tube nasal, c'est ce qui est disponible. Et même, il y a des problèmes d'avoir ce qui est utilisé le plus souvent, c'est un tube et ensuite un à 2 ou 2 à 4, c'est dans cette fourchette. Et dans les grandes villes, par contre, il y a davantage d'appareils. C'est pas normalement et facilement ce qui est utilisé
Nous, on souhaiterait bien sûr pouvoir utiliser quelque chose de plus efficace, mais oui, merci. Alors, je crois que ce sont des belles réflexions à faire et sur lesquelles nous devons réfléchir lors d'administrer de l'oxygène à nos patients si ce sont des adultes ou des jeunes. Tout d'abord, il est important que les professionnels connaissent leurs institutions et sachent ce qui est disponible du point de vue des machines d'administration d'oxygène et également de l'administration d'oxygène, comme le docteur Paulin a mentionné. Si vous utilisez un flux plus élevé sur les machines inadéquates, vous gaspillez de l'oxygène qui n'arrivera pas au patient. Si vous utilisez une canule à haut niveau de flux, c'est probablement pas la meilleure solution pour un patient parce qu'il y a du gaspillage d'oxygène. Il y a également du flux plus élevé sur des canules nasales qui causent des problèmes de la mucose nasale et les problèmes inhérents. Donc, quand on a des flux qui sont supérieurs à 4, 5, 6 litres, il faut bien tenir compte de l'humidification pour que les flux plus élevés soient accompagnés d'humidification. J'ai un autre message privé. Disons que Rwanda, ils ont des tubes nasaux et parfois des masques avec un sachet. Il faut donc comprendre que si on a des tubes nasaux, le flux supérieur est à 5 ou 6 litres par patient adulte. Et avec le sachet, ça devrait être 10 litres parce que c'est la capacité de, euh, de l'appareil. Nous utilisons également des systèmes qui nous permettent d'avoir un niveau élevé de flux. La canule, normalement, n'est pas utilisée avec un haut niveau de flux. Docteur Moll, est-ce que vous utilisez ça à Zurich, en Suisse? Je pense que vous allez devoir vous débloquer. Oui, nous utilisons une canule à haut niveau de flux et en particulier dans les salles de soins intensifs. Et pour que ce soit clair, je parle de choses comme OptiFlow où on utilise du flux d'oxygène jusqu'à 50 litres ou même davantage, 70 litres parfois. Ça donne à l'oxygène une pression continue avec un maximum de 5 centilitres d'eau. Lorsqu'on utilise des flux élevés comme celui-là, tout commence à sécher et c'est donc connecté à un humidificateur. Et c'est très confortable pour les patients par rapport aux autres systèmes comme le masque CPAP ou d'autres. Et c'est donc le dernier cri dans notre environnement, pas seulement en soins intensifs, mais également en salle d'opération. Et ici à Zurich, je n'ai pas vu des masques Venturi, pas du tout. J'ai vu des tubes pour le nez, oui, on utilise ça. Et surtout, c'est des masques pour le visage très simples. Et ensuite, on parle de canules à haut débit d'oxygène. Très bien. Et en parlant de pression, la pression est générée par le flux très élevé. Il faut avoir non seulement la machine, mais aussi des administrations élevées d'oxygène. Et je demanderai au Dr Gooden, nous avons une question dans le chat box qui dit ceci: quel est le problème avec un haut niveau d'oxygène chez les enfants? Et puisque nous avons le Dr Gooden qui est notre expert pédiatre local, on va lui demander quels sont les problèmes d'administration de haut niveau d'oxygène pour les patients pédiatriques. Ouais, merci beaucoup. Alors,
Même si on n'utilise pas ceci beaucoup dans la salle d'opération, c'est davantage utilisé par mes confrères dans l'unité de soins intensifs pédiatriques. On reçoit un nombre de ces patients qui viennent aussi à la salle d'opération avec un haut niveau d'oxygène, flux d'oxygène. Ce qu'il se passe avec le traumatisme, il y a une existence potentielle qui va nous demander de faire attention à l'administration globale ou d'ensemble d'oxygène qui sera administré avec le traumatisme de Barra. Et nous essayons de ne pas utiliser ceci pour les enfants. Eh bien, je voudrais revenir maintenant au centre d'apprentissage parce que nous avons deux instruments de triage excellents. Tout d'abord, nous avons la charte d'oxygène que l'on peut imprimer et que vous pouvez afficher sur les murs dans la salle de soins intensifs. C'est la gestion des patients COVID en disant quel niveau d'oxygène doivent être administrés et quel niveau d'oxygène sont considérés pour l'hypoxémie. C'est une ressource excellente qui a été développée par nos confrères pratiquement d'Australie et de Nouvelle-Zélande, mais aussi avec la WFSA, la Fédération mondiale des sociétés d'anesthésiologues. Le deuxième, c'est un instrument de triage qui a été développé par nos collègues de Lifebox. Et cet instrument est également préparé pour les patients COVID-19, mais peut être utilisé pour n'importe quel patient qui est en stress respiratoire. Et nous savons à ce moment-là quels sont les niveaux d'oxygène qui sont souhaitables et qui doivent être administrés. Revenons au partage de l'écran pour que nous puissions au centre d'apprentissage à nouveau. Très bien. Est-ce que vous pouvez observer mon écran? OK, j'espère que c'est oui. Merci, Annika. Passons à l'élément d'apprentissage suivant. Vous voyez ce document PDF avec 4 pages. Concentrons-nous, si vous le voulez bien, sur la 4e page. Et je vais faire un zoom arrière pour que vous puissiez voir un peu mieux ce document. Voilà pour la thérapie d'oxygène avec des ressources limitées. Nous avons parlé de certaines limitations qui existent dans notre cadre de travail et en pensant aussi les problèmes et les infections sévères de respiration COVID-19, pneumonie. Nous voulons que les choses soient pratiques au niveau de la thérapie d'oxygène, mais également la prévention d'infections du patient et du personnel soignant. Lorsque l'on observe une possibilité de COVID-19, on peut se faire de manière clinique, observation ou test de laboratoire. On place un masque sur le visage du patient. Si nous n'avons pas ce masque chirurgien, on peut couvrir le visage de ce patient avec 2 couches pour avoir une efficacité plus grande. On commence à ce moment-là les mesures de contrôle d'infection pour le centre de travail et soyons conscients de la protection nécessaire du personnel avec de l'équipement de protection personnelle et désinfectons tout ce qui est en contact avec un patient positif au COVID-19 ou un PUI, une personne sous investigation, sous recherche. Tous ces patients qui sont étudiés doivent être traités séparément. Si vous pensez qu'il y a une pneumonie sévère avec un besoin d'oxygène, vous avez des signes et symptômes indiquant ceci, vous devez utiliser votre oxymètre de pouls avec SPO2 à moins de 90%. À ce moment-là, vous avez confirmé et l'administration d'oxygène devrait commencer immédiatement. Cette charte est semblable à celle que nous avons abordée. Moins les systèmes d'administration d'oxygène avec les systèmes que nous avons vus, y inclut le masque d'oxygène Venturi. Vous voyez les flux qui peuvent être atteints ou obtenus avec chacun de ces instruments.
Alors que vous administrez l'oxygène au patient, spécialement si c'est un patient COVID positif, une fois que vous avez placé votre instrument d'administration d'oxygène, couvrez le visage de votre patient. Avec l'augmentation de flux ou de pression, vous allez commencer à aérosoliser, avoir des gouttes du nez et de la bouche du patient qui peuvent avoir des particules avec le virus. Vous devez donc recouvrir le visage et la bouche du patient si possible. À des flux réduits, vous ne devez pas utiliser de l'humidification, mais lorsque l'on est au-dessus de 4, 5, 6 litres d'administration, vous devez commencer à penser à cette éventualité. Avec limitation de ressources, vous avez des systèmes d'administration d'oxygène avec l'accès au contrôle de l'administration de l'oxygène, les désinfectés, les masques et les tubes nasaux. Ceci vous donne également une préparation de sodium hypochlorite pour désinfection, une excellente ressource dont on peut tirer profit. C'est une façon de faire le triage des patients qui peuvent avoir ou pas du COVID et utiliser des thérapies d'oxygène. Passons à la trousse de travail de triage Lifebox. Vous pouvez voir comme il y a toutes ces choses qui viennent, on fait partir ça en cliquant dessus. Mais cet instrument de triage est disponible en différentes langues. Vous pouvez cliquer sur la langue de votre choix et faire un téléchargement de cette trousse de travail de triage pour votre utilisation personnelle. Allons à la partie anglaise, parce que malheureusement, c'est la seule langue que je parle. Et ce n'est pas en kinémotin. L'oxymétrie du pouls est utilisée pour la thérapie d'oxygène avec une détection du patient. Est-ce qu'il a COVID-19 ou a été diagnostiqué avec COVID-19 ou pas? Vous cherchez de la fièvre, de la toux ou de la respiration difficile et également rythme de respiration élevé pour les adultes. C'est différent que pour les jeunes et les jeunes enfants et les nouveau-nés. Le rythme de respiration dépend de l'âge, des signes d'urgence, de problèmes respiratoires avec l'absence de respiration ou la respiration avec difficulté, détresse, cyanose centrale, des patients en choc, coma ou qui ont des convulsions, ce sont des signes d'urgence. Si le patient passe par cette évaluation et n'a aucun symptôme, suivez votre formation acquise au terme de contrôle. Si vous allez à ce box suivante, vous cherchez l'oxygène saturé avec l'oxymètre. S'il y a un signe d'urgence, vous allez donner de l'oxygène immédiatement sans chercher des niveaux avec l'oxymètre du pouls. Souvent, ce genre de situation se présente de manière simultanée. Si vous avez une saturation au-delà de 94%, vous pouvez continuer à faire un suivi tel que c'est indiqué ici, encore une fois, en utilisant vos méthodes de prévention d'infection. Cependant, si le niveau de saturation du patient est inférieur à 94%, vous devez commencer à administrer de l'oxygène séparé. Vous pouvez commencer avec des tubes nasaux avec 5 litres par adulte ou 1 à 2 litres pour chaque enfant et faites en sorte que le chiffre SpO2 soit plus important que le 90 ou 99%. Après 15 minutes, vous faites une vérification si le patient a un différent cadre clinique avec des signes qui peut-être se développent. Vous devez reviser le niveau de saturation d'oxygène de manière plus rapide. Et si les signes sont moins bons, il faut faire une vérification toutes les 2 à 5 minutes en faisant un contrôle sur le flux d'oxygène avec 94% comme étant un objectif, spécialement s'il y a des signes d'urgence. Si la saturation est supérieure à 90%, sans les signes d'urgence, après avoir commencé avec l'administration d'oxygène, vous allez continuer à faire un suivi sur ce patient. Vous cherchez les signes vitaux tous les 4 ou 6 heures. Votre objectif est entre 90 à 96% chez les patients adultes. Si le SpO2 est supérieur à cela, vous pouvez commencer à enlever
flux d'oxygène. On a parlé de nos patients qui sont enceintes. Vous devez maintenir un niveau plus élevé entre 92 à 96%, ce qui est souhaitable. Si votre SpO2 après le début de l'administration d'oxygène est sous les 90% ou des signes d'urgence sont présents, vous devez passer à un niveau supérieur de soins. Utilisez un masque facial avec un sachet. Et si c'est pour les petits enfants, vous pouvez utiliser le système pour la population pédiatrique et vérifier le SpO2 après 15 minutes. Si le patient a des signes d'urgence ou que le SpO2 continue à être trop bas malgré l'oxygène au niveau maximum possible, à ce moment-là, faites que ce patient soit admis pour un soin plus élevé, par exemple les soins intensifs. Une fois que vous êtes à utiliser un système d'administration d'oxygène plus élevé, vous devez également faire un suivi plus proche du patient. Si vous avez, par exemple, une unité de soins intensifs, vous devez informer qu'il y a une évaluation du patient qui est nécessaire. Si vous voulez utiliser les masques de support, faites un suivi du SpO2 de manière continue plutôt que de le faire toutes les 2 à 5 minutes ou toutes les 15 minutes. Laissez l'oxymètre du pouce sur le patient de manière continue, de manière à avoir des informations actualisées. Je vais arrêter le partage ici pour voir si nous avons des conversations au sujet de triage. L'algorithme, quelqu'un m'a posé la question sur l'algorithme et tout ceci est disponible en ligne et nous avons les ressources qui ont été passées sur le centre d'apprentissage de manière à ce que vous sachiez ce qui est utilisé. Est-ce que je pourrais demander à nos co-présentateurs d'Afrique, en partant du principe qu'il n'y a pas tous les systèmes d'administration d'oxygène qui ont été mentionnés ici, vous n'avez peut-être pas le Venturi, il semblerait que ce soit le cas, que vous n'ayez pas ces masques Venturi. Comment est-ce que vous travaillerez cet algorithme? Si vous avez un patient avec la situation d'oxygène qui se trouve à 89%, qu'est-ce que vous feriez pour l'administration d'oxygène? Docteur Professeur Paulin, Honorine. Oui, bonjour. Alors, on peut commencer avec le tube nasal, c'est très simple. En fait, je voudrais dire que il y a beaucoup d'années, quand ce n'était même pas habituel d'avoir un tube nasal et que je devais administrer de l'oxygène supplémentaire, et il fallait improviser et j'avais utilisé un tube buccal et voilà, j'avais obtenu les résultats cherchés. Maintenant, peut-être que je devrais repenser ça pour voir si c'est quelque chose à faire ou pas. Mais on peut être riche aujourd'hui et demain, on n'aura peut-être pas ce qu'il faut. Donc, il faut se dire que certaines unités ont certains instruments et d'autres pas. Mais j'utiliserai, par exemple, des tubes réseau. Excellent, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait mentionner quelque chose? Je crois que je commencerai également avec un tube nasal, mais sinon j'utiliserai ce qui est à portée de main. Si pas, eh bien, le masque facial. Et peut-être que je saurai si j'ai d'autres options, mais parfois on n'a pas la chance d'avoir ce que l'on voudrait avoir. Et on parle d'urgence, n'est-ce pas? L'urgence surgit quand elle surgit. C'est la raison pour laquelle il est intéressant
de voir à quel point il y a l'intubation dans tous ces pays. Et il faut essayer de voir si on aura des méthodes moins invasives pour la ventilation et respiration. Je voudrais demander à nos présentateurs et notre équipe internationale quelle est la meilleure façon de pouvoir obtenir des ressources augmentées, par exemple des machines d'administration d'oxygène. Est-ce qu'il y a une façon, comme leader du système de soins, que vous puissiez faire pression pour avoir ces ressources? Est-ce que ça passerait par l'administration de vos hôpitaux? Est-ce que c'est le ministère de la Santé? Quelle est la meilleure façon pour pouvoir obtenir davantage d'oxygène et des machines pour l'administration d'oxygène? Quel serait le conseil que vous donneriez aux personnes qui sont parmi les spectateurs ici qui nous écoutent? Eh bien, moi, j'essaierais d'obtenir que toutes les personnes intéressées participent, pas seulement au niveau administratif, mais aussi au niveau du comité d'équipement. On se rencontre en général de manière mensuelle pour parler de nouvelles machines qui pourraient être essentielles pour la gestion de la santé de nos patients, en particulier dans l'environnement pédiatrique. Et en fait, ce que nous faisons, c'est que nous allons ça à l'administration pour leur donner un bon raisonnement. Il inclut la littérature qui pourrait appuyer notre conversation ou pourquoi nous pensons que cet équipement est particulièrement essentiel dans l'administration des soins aux patients. Et en général, c'est ce qu'il se passe pour notre hôpital pour les enfants. Docteur Paulin, qu'est-ce que vous pensez de cette question? Quelle stratégie utilisez-vous pour faire pression? D'accord, bon, allez, on va passer. Allez-y. Oui, moi je dirais que les équipes, on essaie de voir comment on peut faire en sorte que euh, combien de fois est-ce qu'on va réutiliser cela et savoir quand il faut éliminer. Est-ce qu'on a autre chose pour remplacer? C'est peut-être un élément à tenir en compte. Avec quelle fréquence est-ce qu'on utilise quelque chose? Est-ce que c'est vraiment utile? Et c'est là que l'on détermine le besoin d'utiliser ou non un appareil ou un système. Parfois, c'est difficile de trouver ça sur les marchés locaux. Il faut se dire que la plupart des choses, on les obtient de personnes comme vous, par exemple, qui disent, OK, vos défauts et vos problèmes et vos défis sont ce qu'ils sont. Et puis, vous donnez les choses que vous faites des donations. Très bien, merci pour ces commentaires. Oui, et de notre point de vue, pour refléter ce qui a été déjà dit, mais au niveau des ressources pour vos hôpitaux, au niveau des hôpitaux et aux autorités régionales, on a eu du succès avec l'anesthésie, l'oxygène, des ressources, des choses de ce genre. Très bien. C'est ma faute car je veux parler à tout le monde de leurs ressources d'oxygène. On est un peu en retard. Nous allons donc passer aux conversations des cas. C'est un vidéo de 7 minutes
on complétera ceci en 10 à 15 minutes. Et allez-y avec vos questions dans le chat box si vous le souhaitez. Nous répondrons à ces questions et on vous donnera une réponse. Vous pouvez rester pour toute la séance. Si vous devez nous quitter, allez-y. Je vais montrer ce vidéo. Il y a des choses que je voudrais dire. Il y a une explication en bas de page. Vous pouvez faire passer ceci avec le vidéo qui défile. Si vous appuyez sur cette flèche, vous pouvez faire un téléchargement de la partie écrite. Vous pouvez vous en servir si c'est plus utile pour vous. Et également, si vous souhaitez accélérer ou ralentir le défilement du vidéo, parce qu'il est possible qu'on parle trop vite et vous pouvez à ce moment-là réduire la vitesse de défilement du vidéo. Nous allons commencer avec la discussion de ce cas et voir comment nos panélistes répondent aux questions à la mesure que nous avançons. Vous pouvez écrire vos questions, vous pouvez demander si votre vidéo. Utilisons un cas réel avec un patient avec hypoxémie, patient adulte. Il a 58 ans, il vient en urgence avec un historique de 3 jours de fièvre, difficulté à respirer et une toux. Il dit ne pas avoir été exposé au COVID-19. Il utilise des techniques de distance sociale, masque et se lave les mains. Il a eu le VIH. Il est sur la thérapie antivirale. Il a un compte de cellules à 245 et la charge virale est inférieure à 20. Il n'a pas d'histoire de chirurgie. Il ne fume pas, il est marié avec 2 enfants et il est peintre dans les maisons. Quelles sont les premières mesures que vous allez adopter pour ce patient? Quel est votre diagnostic différentiel? La première chose, c'est de s'assurer que tous les soignants ont tous leur équipement de protection personnelle. Ensuite, il faut isoler le patient d'autres patients. Un masque ou une couverture double sur le visage devrait être mise sur le visage du patient. Ensuite, une examination physique doit être menée à bien avec les signes vitaux, y compris l'oxymétrie du pouls. L'oxygène supplémentaire doit être administré directement, même si vous avez une oxymétrie de pouls, car le patient montre et a expliqué qu'il a des problèmes de respiration. Pendant l'évaluation, les soignants doivent faire attention au statut respiratoire du patient, y compris irrégularité, difficulté à respirer, utilisation de muscles, et si le patient a la possibilité de parler et de dire des phrases complètes. Un patient qui a des problèmes à respirer et ne peut pas faire des phrases complètes aura besoin davantage de soutien qu'un patient qui respire de manière confortable. Les diagnostics différentiels incluent, mais ne sont pas limités à la pneumonie, le débit pulmonaire, problèmes de respiration et du cœur, l'utilisation de drogue. Les problèmes de respiration peuvent être l'hypoxémie ou carbonique par nature. C'est un triage avec l'utilisation de signes cliniques et l'oxymétrie du pouls pour aider les soignants à faire le triage de patients. On peut l'utiliser au centre de ressources et également sur le website Lifebox. Répondre à la première question pour notre patient. Il a de la fièvre, il tousse, il a des problèmes de respiration et il n'a pas de signe de respiration difficile comme un choc ou convulsion. En utilisant cet instrument de triage, il faut mesurer le niveau de saturation d'oxygène de notre patient en utilisant un oxymètre de pouls. Ce patient a de l'hypoxémie, comme c'est montré ici par l'oxymètre. Son SpO2 est à 79%. Même si son niveau de respiration est élevé avec 24 respirations par minute,
Il parle et dit des phrases complètes. Son rythme cardiaque et sa pression sanguine sont stables. Comment est-ce que l'on appuie ce patient? En utilisant les instruments de triage, de par la saturation d'oxygène du patient inférieure à 94%, vous devez donner de l'oxygène avec la canule ou les tubes avec un flux qui est de 5 litres par minute. Il est raisonnable d'attendre 15 minutes pour obtenir le SPO2 souhaité, pour déterminer s'il y a une amélioration. Lorsque vous vérifiez de nouveau l'oxymètre du pouls, l'objectif est supérieur à 90%. S'il n'y a pas de signe d'urgence qui puisse être observé. Ceci dit, si à un moment donné, le patient a un statut qui empire et il y a des signes d'urgence, à ce moment-là, les signes vitaux et le SPO2 devraient être immédiatement revérifiés. Lorsqu'un patient a des signes d'urgence, les signes vitaux devaient être revérifiés toutes les 2 à 5 minutes et l'objectif SPO2 devait être augmenté à au-delà de 94%. Les signes d'urgence sont par exemple l'absence de respiration, détresse respiratoire sévère, cyanose, choc, coma ou convulsion. Une fois que le patient est sous oxygène, cessant des signes d'urgence et à une situation stable supérieure à 90%, à ce moment, les signes vitaux devaient être revérifiés toutes les 4 à 6 heures. Le flux d'oxygène devait être ajusté pour que l'SpO2 se maintienne entre 90 et 96%. Ceci est si le patient n'est pas enceinte. S'il y a un patient enceinte, l'objectif SpO2 est entre 92 et 96%. Pour notre patient, pensons que 15 minutes plus tard, on fait une vérification de nouveau du SpO2 et on est à 89%. Quelles sont les mesures à adopter? Selon notre instrument de triage, ce patient doit être placé sur un masque avec sachet. Le flux d'oxygène avec ce système est entre 10 et 15 litres par minute. Un masque avec sachet peut donner une concentration d'oxygène entre 60 à 95%. Si votre centre a un concentrateur d'oxygène, c'est votre responsabilité de savoir quel est le flux maximal du concentrateur. Beaucoup de concentrateurs sont seulement capables de flux jusqu'à 10 litres par minute. Si votre patient n'a pas encore amélioré, qu'est-ce qui sera fait ensuite? Une fois qu'un patient a besoin d'un masque attaché avec haut niveau de flux, il faut contacter la salle d'urgence ou de soins intensifs. Si le patient n'améliore pas sa condition, mais que ce niveau d'administration d'oxygène montre pas d'amélioration, il est possible que l'on ait besoin d'un respirateur mécanique. Pour le patient dans ce cas, il est placé sur un masque à sachet avec 10 litres par minute de flux. Après revérification, sa saturation d'oxygène est à 90%. Qu'est-ce que l'on fait ensuite pour ce patient? Le suivi, la préparation pour un soin plus intensif et en pensant une position adéquate. Excellent. Eh bien, nous avons de très belles questions et on a des questions qui ont été présentées avant la séance de la part de nos personnes qui sont présentes sur cet appel. Pensons tout d'abord aux questions dans le chatbox qui ont rapport avec le vidéo. On a demandé sur le dexamotisme dans le cadre de COVID-19. Cette question est la suivante. Est-ce qu'on commence avec dexaméthasone avec des patients avec hypoxie? La réponse est non, parce que pas tous les patients hypoxiques ont besoin de la dexaméthasone. Cependant, de nouvelles informations viennent d'être publiées sur le dexaméthasone qui pourrait
décroître la mortalité sur des patients souffrant de COVID-19. Les patients ayant COVID-19 sont des patients qui peuvent être de ceux qui ont besoin de la désorientation. Moi, personnellement, je n'ai pas vu l'étude originale. Je ne l'ai pas lu en entier. Je ne peux pas aller au-delà des commentaires que je viens de donner. Mais je vous encourage à essayer de voir cette étude originale pour voir quelles sont les décisions cliniques pour les patients COVID-19. Mais je voudrais insister sur le fait que ce n'est pas adéquat pour tous les patients souffrant d'hypoxie. On peut être hypoxique pour des tas de raisons. Il y a différentes questions sur l'hyperoxygène. Quels sont les effets secondaires de cette thérapie? Même dans les questions qui nous avaient été envoyées avant, les gens souhaitent connaître les risques associés à l'utilisation d'oxygène. Nous devrions voir nos présentateurs parler des effets secondaires ou des risques de l'administration d'oxygène. Commençons avec les adultes et peut-être que Dr. Moll, vous pouvez parler de la toxicité d'oxygène chez les patients et quand est-ce que l'oxygène devient plus dangereux qu'utile. Dr. Moll, vous êtes en silence. Votre micro est sur le mode silence. Voilà. Non, je suis désolé, je rappelle le même truc. Alors, en fait, lorsque l'on regarde l'hypoxémie avec l'hyperoxie, l'hypoxémie, comme nous le savons, est contraire et désavantageuse. Et les causes de l'hypoxie des tissus, et cela peut exacerber de l'hypertension pulmonaire, c'est pas bon pour le cerveau. Nous savons tout cela déjà, bien sûr. Mais l'être humain n'est pas fait pour de l'hyperoxie. Nous sommes plus habitués à de l'hypoxie. Par exemple, lorsque nous avons de l'hyperoxie avec trop d'oxygène, cela amène une pression d'oxygène majeure dans notre sang et à ce moment-là, il y a une constriction avec du stress oxygéné. L'oxygène peut causer le développement de radicaux d'oxygène qui formeront des barrières et ça attaque les cellules, ce qui peut amener de l'opitose et également du dommage au niveau pulmonaire. Il s'agit donc d'une courbe en forme de U. Si on veut être quelqu'un dans les marges toxiques, si vous êtes à 300 mm de mercure ou plus de 250, c'est trop, probablement. Rappelez-vous que pas assez, c'est pas bon et trop, c'est également mauvais. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et voilà une très bonne observation. Comment est-ce que l'on peut avoir accès au gaz non intéressé? Est-ce que vous pourriez dire que les machines pas invasives, avec exception du masque à sachet, il ne faut pas s'inquiéter de la toxicité d'oxygène? Je dirais que si on est sur une façon invasive d'administration d'oxygène, par exemple des masques non invasifs, ou si le patient est intubé mécaniquement, on peut utiliser de l'oxygène à des niveaux plus élevés pour le temps nécessaire, mais il faudrait essayer de réduire l'oxygène aussi vite que possible si le patient n'en a pas besoin. Lorsque je soigne des patients dans la salle de soins intensifs, j'essaie d'avoir un FiO2 de 60% ou moins dès que possible. Bien sûr, si le patient a besoin d'oxygène, il a besoin d'oxygène, point. Mais j'essaie d'obtenir 60% au moins le plus vite possible. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que vous travaillez de manière différente? Non, non, je suis tout à fait d'accord avec ça.
Et heureusement, nous avons des oxymètres de pouls disponibles. Et généralement, lorsque je suis en soins intensifs, je dis à mes résidents qu'ils réduisent l'oxygène sur les patients en meilleures conditions, 92 à 96. Et c'est prouvé par notre algorithme Lifebox. Il faut voir un niveau d'oxygène de 90 à 96. Et si on reste dans ces fourchettes, on n'aura pas d'hypoxie et on ne causera pas des dommages de tissu. Donc, on ne doit pas être à 90% tout le temps, même si c'est ce qui est indiqué dans le questionnaire. J'ai une autre très belle question qui m'est arrivée. Malgré l'utilisation d'un masque à sachet, si la saturation continue à chuter, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que Honorine peut répondre à cette question? Si Honorine est toujours là, oui, je vois son visage merveilleux. Honorine, si un patient se trouve sur un masque à sachet, mais la saturation continue à chuter, qu'est-ce qu'on fait ensuite pour ce patient? Il faut que vous débloquiez votre micro qui est en silence, en mode silence. Oui, avec le patient, je verrai si j'ai une méthode invasive ou pas. Et du point de vue de l'administration d'oxygène, et je choisirai si c'est nécessaire d'avoir un système plus invasif. Il faut protéger le patient avant de l'intubation. Je peux peut-être utiliser une machine ventilatrice. Oui, très bien. Alors, comme on a mentionné du triage, lorsque l'on a un haut niveau d'oxygène et pour les machines non invasives, le système du masque à sachet, à sac, peut donner une concentration plus élevée. Lorsque l'on est au niveau maximum de machines qui ne sont pas invasives, il est possible que le patient aura besoin d'un niveau de soins plus élevé. Si vous avez des ressources disponibles, vous devriez activer ces ressources. Si vous êtes dans un environnement où vous n'avez pas accès à des instruments non invasifs, des masques, intubation, du soin, du niveau de soins intensifs, une chose qui a été mentionnée au niveau de l'amélioration de l'oxygénation, c'est le positionnement. Avoir un patient qui soit sur leur ventre, sur leur abdomen, peut souvent améliorer la saturation d'oxygène. Ça change la manière dont la ventilation et la provision sont euh, traitées et ça améliorera le niveau d'oxygénation. Si le patient continue à être hypoxique et que le maximum qui peut être donné, c'est un masque avec sac, vous devez continuer avec ce système. Même si la saturation se trouve à 88-89%, en partant du principe qu'il n'y a pas d'autres ressources disponibles, il faut continuer à donner de l'oxygène à ce patient. Ne vous rendez pas avec ce patient parce que parfois, même si les chiffres ne sont pas particulièrement enthousiasmants, il est probable que ce patient va se remettre. On a une autre belle question. Est-ce que l'hypoxémie, la mesure décrue de saturation d'hémoglobine avec de l'oxygène, mesurée avec l'oxymètre du pouls, ou est-ce que l'hypoxémie est la baisse du niveau d'oxygène au niveau des cellules? Alors, cette question est comment est-ce qu'on peut utiliser l'oxymétrie du pouls? Est-ce qu'on mesure le sang ou l'oxygène qui va dans les tissus? Docteur Moll en parlait lorsqu'elle parlait d'hypoxémie, vis-à-vis hyperthermia. On a également parlé des définitions de l'hypoxémie dans la première séance. Pour y revenir, l'hypoxémie, c'est
une mesure de l'oxygène dans le sang. Il y a donc une mesure de la pression partielle de l'oxygène ou de la saturation d'oxygène, le pourcentage d'hémoglobine saturée avec de l'oxygène qui est réduit. C'est ça l'hypoxémie. L'hypoxie est légèrement différente. L'hypoxie, c'est l'oxygène qui va aux cellules et aux tissus. C'est ce qui est véritablement important. C'est ce qui arrive aux cellules et aux tissus. On ne peut pas mesurer l'hypoxie de manière directe, sauf s'il y avait un moniteur dans chaque cellule ou tissu. Nous utilisons donc l'hypoxémie comme indicateur que l'on pourrait avoir une administration d'oxygène décru pour leurs cellules. Et pour mesurer l'hypoxémie, on peut utiliser l'oxymètre du pouls qui mesure la saturation d'oxygène. On peut également des gaz de sang artériel. Question similaire à celle-ci, chez les patients enceintes, pourquoi est-ce que l'on essaie d'avoir de 94 à 96 Pourquoi pas plus de 96 Et je crois que cette question revient à ce que nous mentionnions tout de suite en rapport avec la toxicité de l'oxygène, mais parle également d'hypoxie ou de l'oxygène au niveau cellulaire. Les patients qui ont de l'anémie sévère ou les patients qui ont des chocs septiques ou qui se trouvent en détresse, et rappelez-vous de l'instrument de triage avec les sites d'urgence, il est possible que vous ayez besoin d'un plus haut niveau de saturation d'oxygène. Nous ne savons pas quel est le chiffre exact, si c'est 94, 95, 96 car nous mesurons la saturation de l'oxygène. Nous ne mesurons pas l'administration d'oxygène pour les tissus et les cellules. Donc, c'est un consensus 92 à 96 C'est un consensus par convention qui a été atteint par les personnes qui ont développé l'instrument de triage. D'autres questions? Monica, est-ce qu'on peut continuer? On a quelques participants, il semblerait. 145. Même si nous sommes au-delà de l'heure prévue, je suis heureuse de continuer. Si vous ne pouvez pas rester parmi nous, chers co-présentateurs, nous comprenons parfaitement. Mais j'aimerais peut-être utiliser ce temps pour revoir les questions qui avaient été présentées aux présentateurs avant le webinaire. Une, c'est le rôle de l'oxygène à l'heure d'administrer la thérapie d'oxygène. Lorsque nous avons eu notre séance pédiatrique, on a mentionné ces chapeaux. Beaucoup de gens, ces couvertures, ces couverts, ne sont pas toujours utilisés. Mais Dr. Gooden, est-ce que vous avez utilisé ceci, ce système avec les patients pédiatriques? Oui, bien sûr, ça a été utilisé plus fréquemment par le passé. Aujourd'hui, peut-être pas souvent. Ceci dit, il y a des circonstances où ça a été utilisé par le passé. C'était lorsque les enfants avaient d'autres problèmes et c'est là que l'on utilisait les couvercles d'oxygène. C'est quelque chose qui limite le mouvement du patient et ça peut être difficile lorsque on est sous couvercle. Et on essaie de ne pas utiliser ceci si c'est possible. Mais je dirais que dans d'autres environnements, je peux la gestion des patients et en particulier dans un environnement où c'est nécessaire, peut-être pas pour la pneumonie, mais il y a de la littérature qui garantit l'utilisation de ceci lorsque on a des circonstances qui sont clairement favorables à l'utilisation. Maintenant, ça fait un bon moment que je n'ai pas utilisé ça.
Et il y a une respiration de CO2. Oui, mais je dois dire qu'il faudrait que je révise le niveau d'oxygène qui a été utilisé parce que je n'ai pas utilisé ça depuis un certain temps. Oui, alors le fait qu'il faut davantage de flux, c'est peut-être pas la meilleure des façons, en particulier avec des systèmes d'oxygène limités. Contre-indication pour les thérapies d'oxygène, je dirais qu'il n'y a pas véritablement de contre-indication pour l'oxygène, la thérapie d'oxygène, sauf peut-être, Dr. Gooden, parlons dans le cadre des patients pédiatriques. Oui, bien sûr, je reviens à ce que la docteure Moll a dit pour les adultes. Dans le cadre de la pédiatrie, c'est valable, mais en particulier, il y a des niveaux d'inquiétude pour le niveau d'oxygène, c'est pour les prématurés. Et là, l'inquiétude, c'est la rhinopathie pour les prématurés. On essaie de limiter l'utilisation concentrée d'oxygène qui est utilisée sur ce type de patient. Pour le SPO2, en particulier pour les prématurés, serait d'au moins avoir une saturation et c'est légèrement plus élevé que ce qui a été mentionné pour le triage, mais au-delà de 92%, on essaie de ne pas aller au-delà de 96% et en maintenant merveilleux. Eh bien, en regardant certaines questions qui ont été présentées au groupe, on a parlé de pas mal de ces questions au cours de notre conversation, mais si vous avez rajouté quelque chose, on peut toujours en parler. Comment est-ce que vous administrez l'oxygène? On a parlé de nos éléments de triage pour COVID-19. On a parlé de couvercle oxygène. On a parlé de saturation dans la thérapie d'oxygène. Si on regarde nos instruments de triage, on a vu les pourcentages ou lorsque le patient a des symptômes de détresse respiratoire, quel flux d'oxygène est recommandé. On en a parlé. Comment est-ce que l'on augmente ou réduit l'oxygène sur base de l'oxymètre du pouls ou l'amélioration de la condition du patient contre-indication, on en a parlé. Quels sont les problèmes associés avec la thérapie d'oxygène, on en a parlé. Est-ce que la thérapie d'oxygène peut causer des problèmes et des détériorations du cerveau? Quelle est la réponse à cette question? On va peut-être en parler avec le Dr. Gooden pour les enfants et Dr. Moll pour les adultes. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, alors, je crois encore une fois qu'il faut réfléchir à la physiologie et la courbe en forme de U. Lorsque l'on a plus d'oxygène, il peut y avoir une constriction et potentiellement causer des lésions cérébrales. Et c'est ce qu'il se passe avec des patients qui ont eu une infection myocardiaque et ont été maintenus sur un niveau hyperoxique avec de moins bons résultats. Encore une fois, il faut essayer de se retrouver dans une fourchette oxymique normale. Ceci dit, on a tendance à vouloir être à 100% sur nos moniteurs des oxymètres du pouls et je pense qu'il est important que lorsque l'on administre de l'oxygène, que l'on ait des limites et que l'on ne se limite pas à dire l'oxygène doit être au-dessus de 90% en limitant le maximum également pour que lorsque d'autres
collègues, comme par exemple nos amis les infirmiers et infirmières, gèrent l'oxygène au centre de soins intensifs et des règles à suivre, parce que sinon tout le monde veut être à 100% et ce n'est pas le niveau d'oxygène qui est souhaitable à tout prix. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et tant que je suis là et que je ne suis pas en mode silence, je voudrais brièvement aborder la question du CO2 parce que je pense que c'est une question qui avait été posée lorsque l'on a un patient qui est apnéique. À quel point est-ce que le CO2 augmente? Ainsi, il y a une étude des années 80 qui indique que la première minute d'apnée, le CO2 augmentera de 11 à 12 millimètres. Je ne sais plus exactement si c'était, je pense que c'était 11,6 ou quelque chose comme ça. Et la minute d'après, la minute suivante, ce sera 3,4, 3,5. Ça vous donne une idée de la vitesse à laquelle le CO2 peut augmenter chez les patients apnéiques. Aussi, quand est-ce qu'on doit ventiler ou mettre un patient sur ventilation ou respirateur? Quel est votre processus pour la prise de décision? Comment est-ce qu'on détermine si la personne doit être mise sur respirateur ou ventilateur? Oui, merci pour cela. Et le patient n'est pas capable de s'auto-oxygéner. Et à ce moment-là, le patient ne peut pas protéger ses voies respiratoires. Et voilà donc les indices qui nous amènent à mettre le patient sous respirateur. Merci infiniment. On va devoir conclure ici. On est 30 minutes au-delà du temps qui nous avait été donné. Je voudrais montrer à l'audience encore quelques éléments sur le centre d'études ici, car la question qui avait été posée était en rapport avec l'administration d'oxygène, les machines, avoir une séance qui montrerait clairement comment gérer les patients. Je reviendrai au centre d'apprentissage pour dire que la compréhension des machines d'administration d'oxygène qui se trouvent ici sur ce document, vous pouvez l'imprimer pour votre hôpital si besoin est. J'utiliserai ceci avec l'instrument, le trousse de travail Livebox pour triage. J'utiliserai ces deux ressources pour vous aider à gérer les patients de manière générale. J'aimerais également revenir aux autres cours que vous pouvez voir. Désolé, j'ai une page différente. Mais à l'intérieur du centre d'apprentissage, nous avons la série Oxygène et c'est ce que nous avons débattu au cours de ces dernières semaines. Mais nous avons également un cours sur le COVID-19 et nous avons également un cours sur les principes fondamentaux du soin essentiel critique. Nous ajoutons du matériel à tous ces cours de manière quotidienne. Vous pouvez donc y revenir incessamment. On a aussi des questions sur la gestion des patients en soins intensifs. On essaie d'utiliser autant de ressources que possible. Vous pouvez avoir accès à ces cours gratuitement et partager cela avec vos confrères. Il y a sur les cours de soins intensifs, hypoxémie et les thérapies non invasives, possibilité de réviser tout cela. Il y a également une section sur la gestion des voies respiratoires. Et on parle des voies respiratoires avant l'intubation. On parle de l'intubation et de la respiration
mécanique, on parle de la respiration manuelle lorsque tu utilises un sac ou un sachet. On a également toute une série de principes à suivre sur l'intubation et la gestion des voies respiratoires. Je dirais que pour cette séance, c'est en dehors de notre sujet de conversation, mais sachez que nous allons continuer à rajouter des ressources au centre d'études pour tous nos membres, tous les étudiants. Vous pouvez partager cela sans retenue, utiliser la languette discussion communauté si vous avez des questions supplémentaires. Vous pouvez poser les questions à tous, non seulement les présentateurs, sinon des centaines de personnes qui vont peut-être vous aider à obtenir la réponse que vous cherchez. Utilisez ce centre d'apprentissage. Ça a été établi pour vous. Encore une fois, je voudrais sincèrement remercier tous nos présentateurs fabuleux. J'apprécie que vous ayez consacré du temps à partager vos connaissances et votre expertise et vos expériences avec nous. Encore merci mille fois et merci à la possibilité de pouvoir être ensemble pour ces séances d'apprentissage. Oui, merci tous les docteurs. Ceci a été merveilleux. Merci à tous ceux qui ont été présents. Merci pour vos questions. Superbes conversations qui sont en route et nous allons pouvoir continuer avec ces conversations. J'aimerais remercier nos sponsors, UBS et Gun Challengers Canada. Avant que nous nous quittions, nous avons effectivement un code QR que nous allons vous montrer qui va vous amener au groupe WhatsApp où cette conversation peut continuer ou comme on a mentionné plus tôt, vous allez pouvoir également continuer cette conversation sur la plateforme disponible